Parce que j'avais l'impression que c'était comme un peu normal sur le moment. J'ai pas tout de suite su que c'était pas correct ce qui s'était passé. Puis quand j'ai su, c'est là que ça m'a fait un genre de choc. Là. C'était comme mon peu le cauchemar, ça va, là, de me retrouver à moitié tout nu dans du monde. Là. Mais là, c'était tout le monde. Là. Je tremblais, je savais plus pas en tout comment me sentir. Il faut parler à notre petite fille intérieure et dire « Je vais prendre soin de toi. On ne laissera plus personne nous faire du mal. » Un homme sur 6 puis une femme sur 3 au Témiscamingue est victime d'une agression à caractère sexuel au cours de sa vie. Fait que c'est quand même quelque chose qui est réel, qui existe, puis c'est important d'en parler. Je m'appelle Naomi Barrette, puis je suis intervenante au CALAX du Témiscamingue. Quand on parle de ces statistiques-là, c'est pas une agression sexuelle. Il y a plusieurs formes. C'est des agressions à caractère sexuel. Fait qu'il y a, dans le fond, il y en existe plusieurs comme les attouchements sexuels. Donc, de toucher les parties intimes d'une personne. Fait que ça fait partie des formes. Il y a aussi le harcèlement sexuel, que dans le fond, c'est de suivre quelqu'un, des commentaires, des gestes dégradants. Puis c'est répété dans le temps. Les sextos aussi, ça en fait partie, en fait, d'envoyer des sextos à une personne. Des nudes, là, qu'ils appellent. Là. Fait que dans le fond, c'est d'envoyer ça à quelqu'un, puis la personne, tu peux être accusé, dans le fond, quand tu as une photo de toi sur ton téléphone, de possession de pornographie juvénile, puis quand la personne l'envoie, ben la personne peut être accusée de distribution de pornographie juvénile. Puis ça, c'est quelque chose de quand même assez fréquent, puis c'est important d'en parler. Les formes d'agression à caractère sexuel, ça amène des conséquences chez les victimes. Puis, tu sais, il n'y en a aucune qui est moins grave que les autres. Ça l'amène toujours, tu sais, ça peut amener de la culpabilité, de la honte, puis c'est important d'en parler. Puis, tu sais, la personne, tu sais, c'est jamais la faute de la victime, c'est vraiment la personne qui commet l'agression qui est responsable. Ah, mais c'est vraiment parce que c'est comme je te disais souvent, tu sais, la victime, elle va se culpabiliser, puis ça fait qu'elle ça déresponsabilise la victime. Puis il y a beaucoup les mythes et préjugés aussi qui viennent faire ça aussi, de responsabiliser la victime, puis de déresponsabiliser l'agresseur comme un mythe, ça serait... que les agresseurs ont des envies incontrôlables, en fait. Fait que ça vient de rendre que tout le monde peut se contrôler dans la vie. Ça serait plus dans ce sens-là. Je dirais aussi de responsabiliser l'agresseur. De responsabiliser la victime, mais de rendre la responsabilité à l'agresseur de l'agression. C'est quand même récent, le consentement. C'est pas une notion qui date de plusieurs centaines d'années. Là. C'est quelque chose qui est arrivé dans les dernières décennies, mettons, qui fait toute la différence, surtout pour les victimes d'agressions sexuelles, parce que ça définit... Pour moi, c'est... Quand je vais dans les écoles, c'est comme ça, je l'explique. Là. C'est vraiment la petite ligne qui définit la relation sexuelle de l'agression sexuelle. La relation sexuelle, c'est quand les deux sont consentants, les deux veulent, les deux ont du plaisir, les deux sont dans le même mood, entre guillemets. Puis tout se passe bien. À ce moment-là, c'est une relation, puis c'est une relation sexuelle, puis c'est merveilleux. À partir du moment où il y en a un des deux qui débarque psychologiquement ou physiquement de la relation, ben automatiquement, on tombe du côté de l'agression. Parce que là, de toute façon, l'autre partenaire tombe toute seule. Fait qu'il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de partage de plaisir. Fait que c'est pour ça que le consentement est si important. Tu sais, je pense qu'il faut développer une culture du consentement. Puis ça commence vraiment, tu sais, avec nos tout petits. Puis tu sais, moi, je le vois avec mes enfants. J'ai 2 petites filles de 2 et 4 ans. Puis tu sais, de leur apprendre à dire non, quand les gens disent « viens me faire un bisou », ben déjà, j'essaie de sensibiliser les gens à ne pas dire « viens me faire un bisou », mais est-ce que je peux avoir un bisou? De pas imposer cette demande-là, puis que si l'enfant, il a pas le goût, ben il a pas le goût, puis ça s'arrête là, tu sais, puis de pas insister, parce que quand on insiste,
Tu sais, là, c'est banal, là, c'est juste un bisou sur la joue ou un câlin, mais tu sais, éventuellement, ben ça peut se transformer, tu sais, quand on est ado, puis là, c'est plus juste un bisou, mais c'est autre chose. Fait que, tu sais, de développer cette culture-là du consentement, puis de pas insister, tu sais, puis que l'enfant ait le droit de dire non. Je savais pas à la base que je pouvais porter plainte. C'est un de mes amis à un moment donné qui m'a dit « Hey, c'est parce que tu réalises pas, c'est de la pornographie juvénile, là. C'est vraiment grave, là. S'il y en a un qui s'est pris avec ça, là, il peut se ramasser avec des grosses conséquences, là. Tu devrais par là, là. C'est pas correct qu'ils se sont en train de te faire. » Puis là, j'ai fait la crise. Mais là, ça faisait déjà comme plusieurs mois, fait qu'on dirait que j'étais gênée, je l'ai pas faite. Mais tu sais, dans le fond, ces gars-là, ils ont pas appris. Ils ont pas rien compris de ça. Mais la dynamique de violence conjugale dans le couple, ça existe vraiment et il y a des agressions sexuelles à l'intérieur d'un couple, qu'on soit marié, qu'on soit conjoint de fait, qu'on soit juste en relation avec une relation amoureuse. Là. La violence sexuelle existe quand on est forcé d'avoir une relation sexuelle sans que ça nous tente, quand on est forcé de regarder de la pornographie, sans qu'on soit consentante, quand on peut être forcé à avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes. Forcé quand on se force à avoir une relation sexuelle parce qu'on se dit, mon Dieu, après je vais avoir la paix, puis demain il ne me boudera pas, là, tu sais. Alors, c'est des agressions sexuelles. Et on peut porter plainte quand même qu'on est dans une relation maritale, là, qu'on est marié ou conjoint de fait. On peut porter plainte. C'est pas parce qu'on est dans une relation de couple qu'on n'a pas à se respecter, qu'on n'a pas à être respecté dans nos désirs d'avoir une relation sexuelle. C'est différent, je pense, quand t'es un gars là, de subir ça, parce que ben, je pense qu'il y a une certaine pression sociale que tu dis que c'est pas vraiment genre supposé arriver quand même, mais bon, ça arrive. Ça m'a amené à me questionner parce que vu que moi j'étais un homme, je me demandais si j'étais pas plus faible ou quand même. Puis tu sais, j'y allais vraiment avec les stéréotypes. J'ai appris que les stéréotypes c'était pas basé faire sur faire, là. Mais je trouve que ça t'amène beaucoup en questionnement de pas mal d'affaires. Là. Intervenante au CALAX, en fait, la mission du CALAX, c'est d'intervenir auprès des victimes d'agressions sexuelles, puis auprès de leur entourage. Puis la façon qu'on utilise, c'est vraiment dans une optique de reprise de pouvoir sur leur vie. C'est ça, dans le fond, on offre des services aux victimes. Puis quand les gens viennent chercher de l'aide, ils sont pas obligés d'entreprendre des démarches judiciaires. Fait qu'on y va vraiment avec le choix de la personne, le respect de son rythme. C'est parce qu'on considère qu'il y a une autre façon, dans le fond, de se libérer, tu sais, si tout le monde a leur processus différent. Fait que la personne qui vient chercher de l'aide n'est pas obligée d'entreprendre des démarches. Je pense que c'est important de le savoir parce que des fois, les gens peuvent avoir peur de venir parce qu'ils veulent pas nécessairement entreprendre des démarches. Fait que de savoir aussi qu'ils peuvent venir chercher de l'aide puis on va les accueillir dans leurs décisions. En fait, nous, on peut entrer en jeu, on peut venir en aide aux victimes à tout moment, en fait, de leur cheminement. Que ce soit une victime, par exemple, qui se questionne sur est-ce que vraiment j'ai été victime d'une agression sexuelle, par exemple, peut venir nous consulter, on lui donne l'information. Ou si quelqu'un qui voudra avoir de l'information sur le processus de plainte, aussi, donc qui n'est pas décidé de porter plainte ou non, on peut la rencontrer puis expliquer comment ça se passe, c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients. Et puis, vraiment, on n'est pas là pour conseiller, par exemple, une victime comme telle sur ce qu'elle devrait faire, mais vraiment lui donner le plus d'informations possible sur le déroulement, sur comment ça se passe, pour qu'elle, avec cette information-là, puisse prendre vraiment la meilleure décision pour elle. Là. Ensuite de ça, c'est sûr que, par exemple, une personne qui décide de porter plainte, de dénoncer à la police, ben, on peut l'accompagner aussi dans ces démarches-là, que ce soit c'est ça, au niveau de la première étape, que ce soit de rencontrer les policiers. Ensuite, tout au long du processus judiciaire, on va être là pour la soutenir là-dedans, l'informer
des différentes étapes qui s'en viennent, des dates de cours, par exemple. Et puis, si elle doit témoigner, éventuellement à la cour, mais on va s'assurer de bien la préparer avant. Les ressources sont là, puis sont là pour aider à trouver des solutions pour que la personne se sente bien selon ses besoins à elle. Pas là pour enquêter ou avoir de faire le travail des policiers, c'est vraiment pour écouter puis entendre ce que la personne a envie de dénoncer. De vérifier c'est quoi les besoins de la personne aussi, qu'est-ce qu'elle attend de nous dans ce qu'elle vient de nous dire, puis ce qu'elle a besoin qu'on fasse pour elle. De déculpabiliser. Les victimes vivent beaucoup de culpabilité, fait que de voir qu'elle se sente pas responsable puis à se déculpabiliser, en fait. Il y aurait aussi, c'est sûr, de réconforter puis de rassurer la personne. C'est sûr, parce que c'est tellement difficile quand la victime arrive puis dénonce son agression que d'être là pour la recevoir puis l'accueillir, c'est important. D'abord, les femmes qu'on soit en maison, elles sont victimes de violences sexuelles, mais aussi de toutes les autres formes de violence. Alors, dans le cas des agressions sexuelles, ben, souvent, on va les référer au CALAX. OK? Ben, si elles ont envie de porter plainte aussi, on va les accompagner dans ce processus-là. On va aussi les référer au CALAX. Si elles ne connaissaient pas la ressource, on peut les accompagner pour une première rencontre. Et si elles veulent qu'on soit présente, on va les accompagner jusqu'au bout. On est là aussi pour les informer. Si elles veulent porter plainte, on va les accompagner. Ensuite, on va les informer de tout le processus judiciaire. OK? Donc, on est là pour ça. Puis, tu sais, nous autres, on s'appelle la maison d'hébergement d'Équinoxe, mais on n'a pas besoin d'être hébergés pour recevoir nos services. OK? Ça, souvent, il y a des femmes qui pensent qu'obligatoirement, on doit être hébergé à la maison pour recevoir nos services. Non. Il y a plein d'autres services. On offre le service téléphonique, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ensuite, il y a le service à l'externe, justement. Ça peut être juste le service téléphonique. On a des rencontres, on fait des activités de groupe, des activités individuelles. On a le service mère-enfant aussi, parce que quand une femme est victime de violence conjugale et qu'elle a des enfants, les enfants sont aussi victimes. Donc, on offre le service aux enfants. On fait de la promotion, de la sensibilisation. Puis si tu pardonnes à la personne, tu mets ta arme de côté plutôt que de rester en colère ou vivre avec la douleur constamment. Tu acceptes ce qui t'est arrivé, même si c'est douloureux. Puis tu te dis que c'est une partie de toi. Puis que ça va te forger en tant que personne. Même si c'est pas bien qu'est-ce qui t'est arrivé. Faut que ça passe. Par de sa tête, là. Je pense que peu importe la décision, de parler, de ne pas rester seul avec ça, d'aller chercher du soutien, de pas vivre la souffrance tout seul de son côté. Ben en fait, c'est ça qu'on essaie, de semer la graine d'espoir, puis la graine qui va faire que la femme va s'épanouir, t'sais. Peu importe si elle décide de rester ou de partir, ça lui appartient. Puis il y a des femmes qui vont retourner 6, 7, 8 fois parce qu'ils ont des choses encore à aller vérifier. Puis c'est correct. Elles ne sont pas rendues là. Il faut respecter ça. Mais elles doivent savoir qu'on est là maintenant. Elles ne sont plus seules. Il faut guérir la petite fille pour être une femme épanouie, pour que la femme s'épanouisse puis finisse par s'épanouir. Mais il faut aussi que, justement, on est une adulte, ben, il faut parler à notre petite fille intérieure puis dire « Je vais prendre soin de toi. » On ne laissera plus personne nous faire du mal. Je suis là maintenant, puis on va le faire ensemble.
Maman, j'ai besoin de te parler. Promets-moi de m'écouter jusqu'au bout sans m'arrêter. J'ai besoin de me libérer. Quand j'étais petite, je me voyais vivre un amour digne d'un conte de fées rempli de respect et de liberté. Et m'aimerais pour la vie en m'acceptant comme je suis. Et me ferait sentir belle et notre amour serait immortel. Dans mon cou, je me sentais hideuse, je souffrais de partout. Aujourd'hui dégoûtée de mon corps, je refuse de manger, me sens souillée de ma main me dépouiller. Mes amis ne m'ont pas cru ni en la vérité. Je me suis sentie vaincue sans aucune identité. Sans aucune identité. Je cherche à mieux aller. Maman, maintenant j'ai pas des hommes de ce qui pourrait le faire. Vivre encore un enfer. Mon histoire de conte de fées sera à jamais transformée. Je suis plus la même maintenant. Maquillée à vie, mais je n'ai plus